Autopsie des séries, présenté par Sébastien Lambert, consultant psychologie sur Beta Série, la radio. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission où Sébastien Lambert, consultant en psychologie, décortique vos séries préférées. C'est Autopsie des séries. Sébastien, aujourd'hui tu as choisi une des séries qui cartonne. On attend la saison 4 très prochainement, c'est La Casa des Papel. Pourquoi cette série ? Alors déjà, bonjour à tous, bonjour Clément. Déjà parce que c'est une série qui a connu un grand succès. Et c'est important pour moi qu'une majorité des auditeurs la connaissent pour comprendre. En plus, parce qu'elle est idéale pour représenter ce que le téléspectateur se demande. Qu'aurais-je fait à la place du héros dans la même situation ? Est-ce que je m'en serais sorti ? Est-ce que j'aurais eu assez de force, de courage, d'intelligence ? Quand les héros s'en sortent, on se dit que nous aussi, on arriverait à s'en sortir de cette situation. Et ça nous rassure. Alors oui, c'est fou qu'on puisse paraître que notre héros gagne, ça augmente notre confiance en nous. Car on s'y est identifié. Nous sommes lui. Et comme notre inconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité, nous sommes persuadés d'avoir ces capacités d'être un héros aussi. Alors tu comprends mieux pourquoi, Clément, nous préférons quand ça finit bien pour le héros. Et tu ne pouvais pas parler de tous les personnages de cette série, donc tu en as choisi un et pas le moindre, puisque tu as choisi le professeur. Alors pourquoi ce choix ? Alors pourquoi ce choix ? Eh bien oui, effectivement, j'aimerais vous parler de Salva, alias le professeur. Alors c'est un personnage qui est apprécié parce que nous aimerions tous avoir sa faculté à anticiper tous les scénarios possibles pour combler notre besoin de sécurité. Et sa capacité à tout contrôler, eh bien, ça nous rassure, bien qu'elle trahisse aussi sa peur. Et vous savez pourquoi ? Avez-vous remarqué où se trouve le professeur pendant le braquage ? Eh bien, le professeur, lui, n'a pris aucun risque. Il n'a pris le risque d'aller dans la banque. Lui, il reste à l'extérieur du lieu du danger. Mais il est quand même en contact direct avec la négociatrice. Il prend un peu de risque, reconnaît quand même qu'il est assez présent pendant l'opération. Il aurait pu tout organiser et disparaître jusqu'à la fin. Alors oui, je n'ai pas choisi ce personnage par hasard, car j'ai aimé justement sa complexité. Alors il est super intéressant à étudier, étant donné son antagonisme. D'ailleurs, moi, les profs de criminologie te le diraient, Clément, qu'une personne peut avoir au fil du temps développé plusieurs troubles. Et je vais vous donner quelques pistes que là j'ai pu noter dans ces 3 saisons. Avant de nous dire un peu plus sur le professeur, est-ce que toute l'analyse que tu vas faire est fiable à 100%, Sébastien ? Mais justement, non. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. C'est un jeu d'acteur. Donc ça peut être fiable à 100%, c'est impossible. Alors si on voulait autopsier un cas concret, il faudrait avoir derrière l'écran un véritable psychotique criminel. Bon, d'après moi, ça ne court pas les castings. Et alors, ces pistes, dis-nous tout. Alors, je pourrais commencer par parler de son côté psychorigide. D'ailleurs, la psychorigidité, c'est quoi ? Je ne sais pas si tu connais l'expression « seuls les imbéciles ne changent pas d'avis ». Eh bien, les psychorigides non plus. Ils ont justement cette rigidité dans leurs décisions, ils ont leur habitude. Alors, ça les sécurise, ça les pousse même à être hyper pénibles avec les autres, en leur imposant leur choix, comme par exemple le resto, le ciné ou le programme télé. Et d'ailleurs, le professeur est ferme dans ses décisions. Mais souvent, les personnes psychorigides sont sourdes aux besoins des autres, car leur propre peur crie trop fort, ce qui n'est le cas du professeur. C'est comme si le scénariste n'avait choisi qu'une facette de la psychorigidité pour son personnage. Une facette, mais pas la moindre, parce que c'est celle qui peut intéresser le plus le téléspectateur, justement. Et sinon, est-ce que tu as remarqué d'autres choses sur le professeur ? Alors pour le professeur, on retrouve chez lui un désir inconscient de manipulation, ce que l'on nomme le contrôle compulsif. Il doit gérer et contrôler tout, mais vraiment tout, de A à Z. Il ne laisse rien au hasard. Je ne veux pas d'improvisation. N'oublie pas de me tenir au courant. Il se déplace toujours, il se dirige vers le bord. Si vous ne gardez pas la tête froide, vous pouvez oublier les millions, la vie à Acapulco et le jardin plein d'enfants, parce que vous allez tout faire foirer. Clément, tu sais pourquoi certains ont besoin de tout contrôler ? Parce qu'ils ont peur de la mort. Dans l'inconscient, alors si j'arrive à contrôler les choses, j'arrive peut-être à empêcher la mort de venir me chercher. Cette peur de la mort est commune à tous. On est tous comme ça, même si elle reste parfois inconsciente.
Et d'ailleurs, le problème de sommeil, moi je l'ai remarqué, bien souvent, c'est lié à une peur consciente ou inconsciente, bien sûr, de la mort. Et j'aime beaucoup ce que disait Édith Piaf, qui expliquait que pour elle, dormir, c'est du temps de perdu. Dormir me fait peur, c'est une forme de mort. Et au cours des 3 saisons, le caractère de Salva, le professeur, change. On en a parlé tous les deux. Est-ce que déjà tu pourrais nous redonner un exemple là, précis, concret ? Alors, Clément, je ne veux pas spoiler, mais dans la suite, on va rester... dans les lignes. Oui, évitons le spoil. Le professeur monte un nouveau casse. On nous explique comment lui est venue justement cette idée. Alors, je ne sais pas si c'est par souci de réparation, de vengeance qu'il met en place, mais plusieurs éléments m'ont mis la puce à l'oreille. Qu'il souffrait, alors, peut-être, de paranoïa. Mais ça, on en parlera justement à la fin, car ici aussi, il y a une incohérence. Et pour en revenir à ce que tu me disais tout à l'heure, le professeur est apprécié, je note aussi, mais as-tu des pistes sur cette notion ? Alors j'ai exploré son univers et j'ai pu noter 3 grands piliers qui fait qu'on l'apprécie autant. Alors premièrement, il y a son côté empathique. L'empathie, c'est de pouvoir se mettre à la place de l'autre et de comprendre ce qu'il ressent. Dans son personnage, le professeur montre de l'empathie avec son équipe. Alors ça lui permet de les comprendre, de mieux les guider dans leur mission. Et surtout, ça lui permet de le guider dans sa mission. Et je dis bien sa mission, parce qu'il faut savoir que le cerveau, eh bien c'est lui. Il arrive facilement à manipuler les personnes qu'il côtoie de cette façon. Alors, tu nous parles d'empathie, Sébastien, il y a un extrait déjà que vous voudrais qu'on écoute et ensuite tu puisses réagir dessus. Comment se portent vos collègues blessés ? Donc là, nous avons clairement un signe. Il joue sur l'empathie vis-à-vis de la négociatrice. C'est comme ça qu'il montre son côté bon samaritain, voilà, le côté je m'intéresse à toi, qui ne matche pas justement avec le profil type d'un preneur d'otage. En faisant ça, mais bien sûr, il déséquilibre, il déstabilise son interlocuteur. Il met un doute sur qui il est vraiment. Et tu as parlé de 3 piliers. Est-ce que tu peux parler du deuxième après son empathie ? Alors, en deuxième place, moi, j'ai noté la non-violence. Et cette non-violence, elle est vraiment présente pour le professeur. Et ça m'a fait penser justement à cette affaire qui a fait grand bruit en France en 1976. Alors, je ne sais pas, Clément, si soit ça te parle et si tu étais né à cette époque-là, mais c'est cette affaire de Spadjari, le fameux casse du siècle de la Société Générale, qui avait fasciné la population. Il avait inscrit sur le mur du coffre, écrit à la craie, sans armes, ni haine, ni violence. Alors bien sûr, Spadjari est mort en 89 sans avoir été repris, alors que le professeur, non spoil, on ne sait pas s'il sera arrêté ou pas. Parce qu'on ne va pas s'en prendre à leur argent. Parce qu'ils vont même nous trouver sympathiques. Et ça, c'est fondamental. Il est fondamental de faire en sorte que l'opinion publique soit de la partie. On doit être les putains de héros de tous ces gens-là. Mais il faudra faire très attention. Parce qu'il ne doit pas y avoir la moindre goutte de sang versée. C'est le plus important, ça. Si jamais il y a une seule victime, on dit au revoir à notre image de Robin des Bois et on redevient simplement une bande de fils de pute. Et ce qui est intéressant, c'est que le professeur se comporte comme un anti-héros. On l'apprécie pour sa nature proche de la réalité et donc proche du spectateur. Ce qui en fait un personnage, bien sûr, qui fait réfléchir, qui ne laisse pas indifférent, alors qu'on s'y attache ou qu'on le déteste. Et même si ses agissements sont contraires à la morale. C'est vrai que moi, le professeur, il m'a intrigué beaucoup. J'ai donc vraiment envie de savoir le 3e pilier, le 3e point pour lui. Alors, en petit 3, il y a le self-control. Le professeur, c'est un solitaire, on le voit. Et lui, il a du self-control. Parce qu'il a anticipé tous les scénarios possibles. Alors, tous les scénarios ont été notés, anticipés. Et il sait que quoi qu'il arrive, la situation restera sous son contrôle. Est-ce que le professeur utilise d'autres méthodes pour contrôler la situation face à la négociatrice, par exemple ? Alors, je te propose, Clément, cet extrait. Qu'est-ce que vous portez ? Et là, on peut penser qu'il la drague plutôt. Alors oui, mais oui et non. En hypnose, on appelle ça une rupture de pattern. Pour faire simple, ça consiste à glisser dans un scénario habituel quelque chose d'inhabituel. La personne en face, du coup, elle se retrouve déstabilisée. Alors ici, avec son comment, on comprend bien que Raquel l'est.
Et l'inconscient, lui, il ne sait pas exactement comment il doit réagir. Et là, ça laisse des possibilités à l'autre de prendre le dessus. L'hypnose, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler et je sais que tu utilises cette méthode. Alors sortons de la série un instant et peut-être qu'on peut dire à nos auditeurs qu'ils sont manipulables, eux aussi, et à tout moment. Alors déjà, il faut savoir que notre inconscient, il va pas se laisser faire. C'est pas quelqu'un qui va dire oui à tout. Nous avons tous un système d'autodéfense. Malheureusement, il a ses limites. Et si des personnes sont mal intentionnées, elles vous font croire que c'est dans votre intérêt, que vous allez être une personne spéciale, eh bien là, malheureusement, il y a une petite chance que ça fonctionne. Et par exemple, c'est ce qu'on a pu remarquer chez certains gourous, c'est ce qu'ils utilisent pour vous faire entrer dans leur secte. Ah, tu me fais un peu peur. On va écouter un nouvel extrait là, de la série. En plus, la nostalgie est une séductrice. Ça nous coûte de nous débarrasser de ces vestiges parce que nous pensons que ce sont des souvenirs qui nous rappellent certains moments de bonheur, mais c'est faux. Est-ce que tu peux réagir à ce qu'on vient d'entendre, Sébastien ? Alors oui, on apprend un peu plus sur la vie personnelle du professeur. Et ici, on peut entrevoir peut-être un deuil non fait. Ce qui, chez moi, m'amène beaucoup de questions. Car le deuil est un processus obligatoire. Et incontournable. On est tous obligés de passer par ces phases-là. Donc l'absence de deuil peut être plus grave. Alors les personnes qui restent figées dans cette étape-là pendant des années, ça peut entraîner des troubles psychiques, comme par exemple les délires ou les hallucinations, tu vois, de la bipolarité. Il y a aussi des troubles somatiques, comme par exemple les crises d'angoisse. Et pour le professeur, on pourrait commencer à pressentir un deuil pathologique. Alors, certaines personnes se mettent en danger à ce moment-là. C'est souvent là où le danger arrive. Et je pense que c'est ce que fait le professeur quand on apprend pourquoi il monte son premier braquage. Il parle de nostalgie, cet extrait, il nous touche, nous également. Est-ce que tu as des remarques à faire sur cet état dont on parle beaucoup, le fameux « c'était mieux avant » ? Alors, moi, en tout cas, ça n'engage que moi, mais je pense que tout était mieux avant. C'est pas forcément quelque chose de juste, que tout est mieux maintenant. Les gens, souvent, comparent justement l'incomparable. Il y avait peut-être moins de stress avant. Mais bon, malheureusement, on mourrait plus jeune. D'ailleurs, il y a une étude en psychologie de la psychologue américaine Laura Carstensen qui met que plus on vieillit, plus on embellit son passé. À ce moment-là de la série, pour le professeur, on entend bien qu'il veut penser au présent et oublier le passé. Et on sent bien dans ce passage le fameux deuil qu'il n'a pas vraiment fait. Tu crois que t'es un exemple de maturité ? Hein ? T'as l'impression d'être normal ? Tu crois que c'est normal de ranger ses chemises par couleur ? Non mais tu t'es regardé. Qui c'est qui t'achète tes fringues ? Ta grand-mère ou la Vierge Marie ? Et ça ? C'est quoi ? Des origamis, c'est une technique de pliage qui a plus de 1000 ans. Fais attention à... Eh ben alors ? T'as peur que j'abîme tes petites figurines en papier ? Oh, vous êtes bien dans le monde de Jurassic Park ? Au secours, le dinosaure m'a croqué ! Petite altercation entre Tokyo et le professeur. Qu'est-ce que ça nous montre, ça ? Alors, dans un premier temps, on voit, il range ses chemises par couleur. Alors, si vous regardez bien la vidéo, alors évidemment à la radio, c'est pas très parlant, mais je vous invite à allumer et à regarder cet extrait, eh bien, on s'aperçoit que le rangement des chemises sur le lit est parfait. Ne serait-ce pas là un signe de maniaquerie ? Alors voilà, j'émets une question. Vous savez, ce souci particulier du détail, du contrôle, de l'organisation, que l'on trouve tout au long de la série de la part du professeur, justement. On peut revenir à ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Le professeur a-t-il vraiment fait son deuil ? Parce qu'on peut étudier des signes de maniaquerie, justement, chez les bipolaires, par exemple. Comme je l'ai signalé tout à l'heure. La bipolarité est un des signes d'une personne qui reste bloquée sur ses phases de deuil. Alors, à creuser. Et pour l'origami, cet art du pliage de papier, est-ce qu'on peut en déduire que c'est un peu le même problème ? Alors, malheureusement, dans la série, rien n'est vraiment clair. Alors, au niveau du sujet, peut-être qu'on en saura un peu plus, mais pour l'instant, rien n'est clair. Alors, moi, j'imagine, par exemple, que le professeur s'est fait un ancrage pour retourner au calme quand la situation devient compliquée. On peut le voir à plusieurs reprises, d'ailleurs, devant son pliage, quand il appelle la négociatrice.
Alors, moi, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'au Japon, c'est qu'on enseigne l'origami aux élèves de primaire de manière à développer justement leur aptitude manuelle, mais à accroître leur concentration. Alors, l'origami est pour lui peut-être un moyen de se recentrer. Et le professeur s'obstine, il est persuadé que son plan est parfait. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, quand tout va mal, il reste vraiment confiant ? Tout simplement parce que le professeur, il a une idée. Alors ici, c'est le braquage. C'est devenu obsessionnel. Et tellement obsessionnel qu'il a anticipé tous les scénarios possibles pour apporter toutes les solutions adéquates. Alors à un moment donné, cette idée elle devient son monde. Et un monde parfait selon lui. Mais c'est vraiment selon lui. Et sur l'extrait qui va suivre, le professeur nous livre une jolie métaphore en comparant la planification de son plan et la fabrication du cidre. Un type d'homme si obsessionnel qu'il a décidé de faire le meilleur cidre du monde. Et qu'il a tout étudié. L'acidité, la fermentation, les réactions possibles pour chacun des ingrédients. Une année. Et encore une année. Mais il suffit d'une pomme pourrie et on peut abîmer toute une barrique. Salva, dis donc, t'es fort toi en cidre, hein? En fait, c'était le rêve de mon père. Il est mort avant d'avoir réussi. Il voulait faire 2400 barriques. Il paraît qu'il existe des blessures de l'âme. Je pense qu'en écoutant encore une fois un nouvel extrait, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Mon père avait un enfant malade. Pas un putain de sou. Tu aurais fait quoi? Alors il passait ses journées à élaborer des braquages. Pour payer un hôpital aux États-Unis. De désespoir. Pour sauver la vie de son fils. Alors oui, selon le psychologue autrichien Reich, qui était un élève de Freud et ses élèves, eh bien, ces blessures seraient au nombre de 5. Et selon eux, nous naissons tous avec. Et d'après même d'autres personnes, si on étudie un peu ces 5 blessures, nous en avons même 8. Ça fait beaucoup ça. Tu peux nous les citer pour qu'on voit un peu à quoi on est fixé là? Alors oui, il y a la trahison, le rejet, il y a l'abandon, l'humiliation, l'injustice, l'impuissance, l'insécurité et pour finir, l'intrusion. Le professeur, tu choisirais laquelle pour lui? Alors moi, si on se base sur l'extrait, moi je dirais que c'est la blessure d'injustice. Son père, lui, a fait du mieux qu'il a pu pour sauver son fils, mais son père est décédé. Et c'est pour cela qu'il reprend le projet de son père. Comme le professeur a une forte personnalité qui aime contrôler, il y a peut-être aussi et certainement une blessure de trahison. Et il y a quelque chose qui est marquant quand même, c'est que dans cette saison 3, on voit que la population, elle est devenue fanatique, elle aime ces braqueurs. Et oui, alors on va écouter ce court extrait. Toi, Denver. Et nous tous, on nous appelle les Robins des Bois. Ça me semble normal qu'on partage avec ces gens. Robin des Bois. Alors voilà, tout est dit, Robin des Bois. Et alors, il y a quelque chose d'intéressant justement, si tu prends l'effet négatif, comme l'agressivité, la violence, et que tu t'en sers positivement, on inverse la vapeur. Ici, les braqueurs, ils soutiennent la cause du plus faible, comme Robin des Bois. Alors c'est pour ça que la population les soutient. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette histoire de Bonnie and Clyde, dont la psychanalyste Dalila Harpin, elle a dit quelque chose de très intéressant. C'est qu'après le crash boursier de Wall Street en 1929, l'Amérique va mal. Le chômage et la pauvreté explosent. Pendant cette période, les braqueurs de banques fascinent le public, affamés et revanchards. Bonnie and Clyde sont alors érigés en contre-culture, un manifeste contre la société du dollar. Ce masque est finalement devenu un symbole. Partout à travers le monde. De la résistance. De l'indignation, du scepticisme, peu importe.
Ce qui compte, c'est qu'il a inspiré un tas de gens. Regardez. C'est une manifestation contre la corruption à Rio de Janeiro. Mendoza, en Argentine. Une manifestation contre la hausse des taxes dans les services publics. Turquie. Rome. Paris. Le sommet du G20 à Hambourg. Des bannières déployées dans les stades par les supporters. Là, c'est en France. En Arabie Saoudite. Ce qu'il faut voir, c'est que nous sommes une inspiration pour les résistants au système. Tous ces gens sont avec nous maintenant. Ne l'oubliez jamais. Oui, c'est vrai que l'équipe du professeur, c'est devenu un symbole. Est-ce que tu sais pourquoi il porte des masques de Dali également? Ça, c'est très important. Salvatore Dali, grand peintre, alors que tout à l'heure, on les comparait à des Robin des Bois. Alors, je connais pas la réponse. C'est vrai que là-dessus, je ne connais pas exactement la réponse, mais j'ai quelques pistes. Ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que si Lacan a été inspiré par Dali pour écrire sa thèse, c'est que son profil psychologique était intéressant. Moi-même, je suis un passionné par ce génie. Il avait une intelligence incroyable. Et on a commencé d'ailleurs à remarquer ses dessins quand il avait 6 ans. Par contre, il était plein d'obsessions. Alors, ils l'ont poussé à s'enfermer dans son propre monde imaginaire, d'ailleurs. Et il faut savoir quelque chose d'important sur Dali, c'est que Dali, il est né en 1904, 9 mois seulement après la mort d'un frère déjà prénommé Salvatore. Et à 5 ans, quelque chose qui est assez traumatisant quand même, à 5 ans, il y a ses parents qui l'ont emmené sur la tombe de son petit frère pour lui dire qu'il en était la réincarnation. Alors, je ne sais pas si tu imagines ce qu'il a ressenti à ce moment-là, mais c'est pas très clair. Il paraît qu'il aurait même affirmé à ce moment-là « Je naquis double, mon frère, premier essai de moi-même ». Alors évidemment, de là, l'enfance de Salvatore, évidemment, est tourmentée. Alors il a un caractère fort, timide, mais aussi phobique. C'est un passionné, il est passionné de psychologie. D'ailleurs, sa méthode paranoïaque critique est d'origine freudienne, ça il faut le savoir. Oui, donc, paranoïaque critique, c'est le nom que lui-même a choisi pour caractériser ses œuvres. Donc ça te donne une idée du personnage. Alors il est peut-être là le parallèle entre Dali et le professeur, et entre Dali et la série. Parce que tu sais, une personne qui est atteinte de paranoïa a un délire d'interprétation du monde. Alors, ce qui le rend unique, c'est qu'elle semble normale et cohérente. Je veux dire qu'un paranoïaque peut avoir une activité normale et parfois même importante, et il y en a même qui ont une réussite sociale spectaculaire parce qu'ils sont super adaptables. C'est ce qui montre une incohérence justement avec ce que je disais, la psychorigidité dont je te parlais plus haut. C'est ce qui montre bien qu'il s'agit d'une fiction. Alors évidemment, pourquoi les créateurs de cette série ont choisi Dali, je ne sais pas réellement, vraiment. Mais peut-être qu'au final, pour le côté du Dali curieux, énigmatique, excentrique, fou, qui avait une conscience extraordinaire de ses talents, de ses dons et de ses délires, eh bien, peut-être tout comme le professeur. Et il y a autre chose qu'on remarque chez le professeur, c'est qu'il est tellement aimé que même ses musiques sont devenues des tubes. Je pense à Bella Ciao qu'on vient d'entendre. Mais est-ce que tu sais pourquoi les réalisateurs ont choisi cette chanson ? Alors, je ne sais pas réellement pourquoi cette chanson a été choisie, mais moi, il y a quelque chose qui est intéressante, c'est que c'est une chanson italienne qui a eu plusieurs vies. D'abord, c'était une chanson qu'il faut savoir qui a été chantée dans les années 30 par une classe de femmes pour se plaindre de leurs conditions de travail. Elles étaient saisonnières dans des rizières, et c'est ce qu'elles chantaient justement. Et ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, les paroles ont été modifiées par les résistants italiens contre Mussolini et Hitler. Alors c'était le leitmotiv pour tout résistant contre le fascisme et le capitalisme. Alors, un choix étrange, je pense pas. La révolte des héros de la série colle bien à ce champ révolutionnaire. Si nous remontons sur des derniers discours entre le professeur et la négociatrice, il lui explique bien à quel point les banques, le système économique ont à nouveau divisé les gens, et ce qu'il essaye d'accomplir avec le braquage de la Fabrique nationale de la monnaie est un acte fort et un acte symbolique.
Et pour finir sur une note un peu plus légère, tu veux nous parler de sexualité, celle du professeur peut-être? Alors non, pas celle du professeur, quoique. Je voulais te parler de ce qu'on appelle la sapiosexualité. C'est être sexuellement et sentimentalement attiré par des personnes intelligentes, instruites ou charismatiques. Et donc, si vous aimez tant le professeur, vous êtes peut-être sapiosexuel. Et c'est pas toi, Clément, d'ailleurs, qui me disais tout à l'heure que le professeur t'intriguait? Oui, il y a beaucoup de monde qui m'intrigue, Sébastien. Attention. Merci en tout cas de nous avoir partagé ton savoir et tes connaissances pour nous parler du professeur, l'un des personnages sûrement les plus aimés actuellement des séries contemporaines. Eh bien, j'ai été ravi de passer ce moment avec toi et puis on se dit à la prochaine. On se retrouve bientôt. Hein. Oui, avec plaisir. Salut Sébastien. Salut. Autopsie des séries, présentée par Sébastien Lambert, consultant psychologie sur Beta Série, la radio.